Jusqu'où peut-on pousser son corps? Quelles sont ses limites lorsqu'on s'élance à l'assaut des montagnes, comme le font des centaines de milliers de Suisses qui s'adonnent au trail et pour certains d'entre eux à l'ultra-trail, que l'on appelle également ultra-marathon de montagne. Une course qui s'est déroulée cette semaine nous donne justement l'occasion de nous poser ces questions. Patrick Bohard a remporté cette semaine au Bouvray le Swiss Peaks 360 à travers tout le Valais, le plus grand trail de Suisse. Il est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Français a parcouru, tenez-vous bien, les 360 km du parcours en 86 heures et 25 minutes. L'effort est colossal. On va d'abord tenter de comprendre comment se vit ce genre d'épreuve. Une de nos équipes a passé 2 jours en immersion sur la course. C'est le magazine de la rédaction de Vanessa Decouvette, Yves Matet et Cédric Moret. Et juste après, on débriefe avec le docteur Vincent Gremaud, médecin du sport. Si je vais au bout, tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est quand même un petit défi personnel. On se fait mal, mais c'est bien, on prend du plaisir. J'ai l'air malheureuse. Quand tu es au plus mal, tu apprends à te connaître. C'est plus du sport, c'est plus la compétition, c'est un voyage. Pour moi, c'est des extraterrestres. Voilà. Le voyage commence à Oberwald, petit village haut-valaisan. Plus de 300 courageux sont inscrits. Certains ont déjà participé au Tour des Géants en Italie, la seule épreuve similaire en Europe. Et je m'étais bien promis de jamais refaire un truc pareil parce que je suis passé par tous les états. L'euphorie, les pleurs, envie d'abandonner, envie de tout casser, envie de... Et puis je sais pas pourquoi, on se relance un nouveau défi, une nouvelle aventure. Chaque participant a dépensé 650 francs pour être au départ de cette course qui va durer 3 jours et demi pour le meilleur, 1 semaine pour le plus lent. Le trailer retrouvera son sac avec ses affaires tous les 50 km. Mais sur la ligne, c'est juste avec le matériel obligatoire qu'il s'élance pour la traversée du Valais. C'est sympa le début en groupe comme ça. Ouais, ça fait partie de l'ambiance. C'est bien d'être en petit comité aussi. Ce qui devrait être le cas dans quelques kilomètres. Je pense qu'on aura le temps. Ouais. La solitude, ça pèse pas trop? Non, je le dis pas comme la solitude. En tout cas pas pendant la journée. Après la nuit, c'est clair que c'est bien si on peut être à plusieurs. Un peu plus rassurant. Du coup, courage hein. Ça va? Ouais. Hein, c'est cool hein? Ah ouais. On vit pour avoir des moments pareils. T'estimes c'est des conneries hein, ce que tu fais? Il faut être un peu con quand même. Pour sa première édition version 360, le monstre démarre au pied du glacier du Rhône, direction le bord du Léman. Dénivelé positif, 25 000 mètres. Pour la sécurité, les organisateurs s'appuient sur des personnes placées aux endroits délicats du parcours, dans des véhicules d'intervention tout-terrain, au ravitaillement et dans les 6 bases de vie. Endroits privilégiés pour dormir, manger, se faire soigner, comme à Zinal, après 160 km, où les organismes sont marqués. Je suis mort, j'arrive pas à descendre, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Bon, nous, ce qu'on cherche, c'est les trucs plutôt graves qui peuvent avoir un impact sur la vie. Donc c'est pour ça qu'on pose des questions assez précises. Maintenant, quand même, la plupart des plaintes, c'est plus pour des petits bobos, des tendinites, ce genre de choses, ou des ampoules. Denis est en course depuis 50 heures, quand il arrive à Zinal avec l'espoir de se retaper. Son estomac a de la peine à accepter la nourriture qu'il lui propose. J'ai vomi dans un col, il était à 2600 mètres d'altitude, il faisait super froid. Et là, t'es vraiment mal, tu te demandes ce que tu fais là. Il faut avoir des images positives dans la tête. Et ça, c'est super efficace. Moi, ça marche drôlement bien. Moi, je pense à ma fille, par exemple, qui me fait des petits morceaux de musique pour moi. Et je pense à Césaire, voilà. Faut vraiment penser positif. Parmi les autres défis, gérer son sommeil. Si certains dorment 2-3 heures par jour, le futur vainqueur, lui, est moins gourmand.
1 minute 40 minutes, ça fait une vraie pause d'endormissement qui fait qu'en fait, on a l'impression de vivre une journée avec une nuit de récupération. Le danger de ne pas assez dormir existe et il peut faire vivre des moments plutôt spéciaux. J'ai eu des hallucinations. Je voyais des canapés et des bancs le long du chemin. Il y a même un moment, moi j'ai vu une maison, j'ai dit attends, je vais aller demander si je vais aller frapper pour voir si je peux aller dormir. Puis en m'approchant, j'ai dit merde, je crois que j'hallucine, il n'y a rien. Participer à cette course est un défi. L'organiser également, plus d'1 an pour obtenir les autorisations. Malgré les embûches, c'est peut-être un nouveau marché qui s'ouvre. Il y a 30 ans en arrière, on se disait un marathon, c'est déjà le bout du monde, personne ne peut courir 50 km, on pensait presque ça. Aujourd'hui, voilà, on a vu que le corps humain a des limites qu'on sous-estime. Souvent, on a des limites qu'on se fixe nous-mêmes. Une course comme cette distance-là, environ, 300, 350, 400 km, si elle est bien organisée aujourd'hui, elle aura un succès mais incontestable. Beaucoup plus facile peut-être que sur un 170 km où il y a une offre, il y a pléthore. Sur un 300 km et plus, on pourrait très rapidement devoir refuser des gens pour assurer la qualité du service. Le plaisir de vous accueillir, Vincent Grosmaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin du sport et également professeur associé à l'Institut des sciences du sport à Lausanne. J'en parlais avec vous au téléphone. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous étudiez typiquement ce genre d'efforts extrêmes. Donc en fait, à chaque fois que de nouvelles courses qui vont toujours plus loin, sur toujours plus de kilomètres, sont inventées, vous avez de nouveaux cobayes. Qu'est-ce que vous découvrez en les analysant, ces cobayes-là, plus ça va loin? Alors c'est effectivement du pain béni pour les chercheurs et les médecins, puisqu'on a la chance d'avoir des gens qui se mettent dans des états de fatigue difficiles à obtenir et pour lesquels le consentement de personnes hospitalisées, par exemple, serait difficile à avoir. Ça nous permet de mieux comprendre les limites du corps humain, la physiologie, les mécanismes d'adaptation aux efforts extrêmes. Et puis, comme j'aime souvent à le dire, c'est très intéressant puisque c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On peut améliorer l'entraînement de ces sportifs, mais aussi probablement améliorer le vécu et le traitement de certaines maladies qui vont causer des fatigues ou des inflammations très importantes, comme on peut les observer dans ces cas. Donc ces athlètes aident à faire avancer la science. Quand on arrive dans ces durées-là, on est sur aussi des distances de plus de 360 km, ça commence à toucher à autre chose qu'aux problèmes, entre guillemets, simplement physiques. Il y a aussi des choses qui se passent dans le cerveau qui sont différentes. On entendait parler d'hallucinations. Oui, tout à fait. Alors, l'organisateur en parlait, on se fixe un petit peu les limites qu'on imagine. Effectivement, le cerveau a un rôle prépondérant dans deux axes, finalement. D'une part, on se rend compte que c'est un des facteurs limitants, probablement plus que la capacité du muscle lui-même à se contracter à l'issue de tels efforts, puisque c'est des efforts d'assez faible intensité et le muscle... et sa réserve énergétique n'est pas vraiment le facteur limitant, c'est plutôt la capacité du cerveau à envoyer une commande de contraction musculaire. Il répond plus au bout d'un moment. Il répond plus, voilà, exactement. Et puis l'autre chose, c'est que ça reste le centre intégrateur de tous les troubles, si on peut dire comme ça, qu'on va observer, que sont la déshydratation, l'inflammation, qui vont engendrer certains symptômes comme les hallucinations, par exemple. Il y a un graphique que vous nous avez fait parvenir, qu'on a simplifié. Ça ne se présente pas exactement sous cette forme-là de sourire, mais ce n'est pas le taux d'abandon, vous m'avez précisé, c'est le taux de blessure selon la distance du trail. Ça nous dit que soit c'est court et on n'est pas assez entraîné, on surestime ses capacités, soit c'est trop quand c'est au-delà de 300 km. Oui, c'est globalement l'idée. Alors sur les trails courts, il y a aussi un effet de l'intensité. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les marathons, c'est-à-dire que les gens poussent vraiment la machine à une très haute intensité et puis prennent des risques aussi dans les descentes. Ça peut expliquer ça. Mais globalement, c'est assez intéressant de voir que
C'est une typologie de courbe qu'on retrouve dans beaucoup de phénomènes en sport et en médecine. Et finalement, trop, c'est pas bon, et trop peu, c'est pas bon non plus. Tout excès est nocif. Et on prenait un petit peu l'exemple de la consommation d'alcool. Il y a beaucoup de débats autour de ça. On trouve finalement dans beaucoup de recherches qu'un verre par jour, c'est pas si mal. Alors en tant que médecin, on va pas conseiller aux gens qui boivent pas de prendre l'alcool. On va conseiller à ceux qui courent pas de faire une activité physique et de la course à pied, ce qu'il y a de plus facile. Mais effectivement, il faut être bien préparé et puis savoir que là, dans ce qu'on étudie à l'heure actuelle, probablement on flirte un peu avec les limites. Et c'est intéressant que vous parliez d'alcool parce que j'allais justement vous parler de la question de l'addiction. On sait que l'addiction à l'alcool est très dangereuse pour la santé. On est un peu dans le même phénomène lorsqu'on a besoin de s'aligner sur un trop grand nombre de trails, sur trop de kilomètres par année. Alors c'est une problématique qui est de plus en plus étudiée. Comme on le voyait dans le reportage, un des concurrents parlait d'expérience finalement. Et il y a probablement autant de cet ordre d'idées que du défi sportif véritablement. C'est une expérience. On sait que dans ce genre d'épreuve, effectivement, il y a un nombre non négligeable de 6 ou 7% de sujets qui peuvent être qualifiés comme addicts au sport, qui est un petit peu difficile à dépister parce que c'est une addiction qu'on dit positive. C'est plus valorisant que d'avoir des addictions à des drogues dures. Mais on a une frange de sujets qui sont un peu dans une zone grise et qui représentent près de la moitié du peloton, chez lesquels on peut se poser la question s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et puis surtout, la difficulté qu'on a en tant que médecin ou coach, c'est quand il y a une blessure, quand il y a un imprévu, la gestion de ces choses-là est très difficile chez ce genre de sujet. Ouais, et on garde ce chiffre effectivement comme conclusion. C'est 50% de gens qui sont dans cette zone grise. Je pense que ça va être l'un de vos thèmes d'études ces prochaines années. Merci en tout cas, Vincent Engremont, nous avoir apporté cet éclairage aujourd'hui.